20h30 à Conakry, les titres de l'actualité à la une. Bientôt le lancement du 4e projet Eau de Conakry. L'étude de faisabilité est validée. Vous suivrez les enjeux de ce programme avec le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. Kindia reçoit la première étoile sanitaire de la ville, une distinction destinée au centre de santé urbain de Mankepa pour ses performances et la qualité des soins. Et puis nous irons à Zérekouré où séjourne une mission gouvernementale. Objectif, sensibiliser les populations sur les questions de développement et de paix. C'était là les titres, encore une fois, bienvenue à tous. Je vous le disais au sommaire, bientôt le lancement du 4e projet Eau de Conakry, un projet de tous les espoirs. Son étude de faisabilité vient d'être validée. Une fois réalisée, ce programme permettra d'en finir avec la pénurie d'eau potable dans la capitale. Kerno Ousmane Diallo. Après les projets de construction des barrages Swapiti et Amaria, le 4e projet Eau de Conakry est l'un des plus importants de ce second quinquennat. 330 millions de dollars vont être investis pour doubler la capacité de production d'eau potable dans la capitale. Et c'est quelque part sur la rivière Badi-Baki que va être installée la station de captage d'eau de 165 000 m3 par jour. L'eau brute sera acheminée 18 km plus loin où sera installée la station de traitement d'où l'on obtiendra dans un premier temps 150 000 m3 par jour en destination de Dubreka, Koya et Conakry. C'est un projet pharaonique, mais qui va aider les populations, toute installation confondue, que ce soit les industries, que ce soit les populations, les consommations domestiques, pour que tout le monde puisse avoir correctement de l'eau dans le Grand Conakry, imaginé et proposé par le président de la République, Conakry 2040. Le 4e projet Eau de Conakry va permettre de faire passer la production d'eau potable de 164 000 m3 par jour à 314 000 m3 quotidiennement. À Badi, où sera installée la station de pompage, un pont sera construit sur la rivière pour remplacer le bac. La route de 45 km reliant le village à la nationale numéro 3 sera également réhabilitée. Un ambitieux projet, fruit de la coopération sino-guinéenne. C'est le résultat de l'offensive diplomatique politique vers la République populaire de Chine, surtout aussi les bonnes relations que le président de la République a créées entre lui et le président chinois Xi Jinping. C'est ce résultat que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, et en matière de développement énergétique et en matière de développement en eau pour desservir nos populations. Ce n'est pas seulement Conakry et son Grand Conakry. C'est-à-dire il y a Dubreka et Koya et tout cet ensemble-là qui rentre dans le jeu. L'étude de faisabilité validée, le lancement des travaux est prévu pour janvier 2018. Les travaux seront exécutés par Sino Hydro et devraient durer environ 24 mois. Secteur minier, décentraliser les recettes minières pour le bénéfice des populations, c'est l'objectif que s'est fixé le projet d'appui à la gouvernance dans les redevances minières. La mise en marche de ce programme quinquennal favorisera une meilleure information de l'impact de ce secteur dans la région de Boké. Valérie Talimane, Sadoubari. Ce programme appuie les collectivités locales de Boké dans la recherche de la transparence, dans la mobilisation et la gestion des redevances issues des industries extractives. La région de Boké, c'est une région où on a la présence de plusieurs sociétés minières. Et dans les années à venir, ces sociétés vont payer des taxes au niveau de ces collectivités. La meilleure façon, c'est de mettre en place un système d'information, de coordination, de concertation pour que les populations soient informées sur l'utilisation transparente de ces ressources. Le projet va également renforcer les capacités des communes parce que quand ces redevances minières arrivent au niveau de la commune, il est important que les capacités de planification, de budgétisation et de mise en œuvre soient à la hauteur des attentes. Également que ces redevances-là aient un impact sur le développement local, que ce soit économique ou social. Avec un budget de plus de 4 millions de dollars, le projet a une durée d'exécution de 5 ans. Pour les administrateurs de la région, les attentes sont énormes.
Les collectivités locales espèrent de meilleures retombées socio-économiques. Les populations attendent beaucoup. Nous saluons le projet et nous pensons que le projet va faire en sorte qu'il y ait une visibilité dans ce qui revient aux collectivités et surtout que ce sont des ressources qui vont vraiment servir à améliorer leurs conditions de vie. Pour mieux impacter les communautés, le projet compte impliquer et responsabiliser les populations au niveau local. Une dynamique qui nécessite l'élargissement des informations sur l'accès aux services socio-économiques de base. Un des éléments pour renforcer la cohésion sociale en vue de promouvoir le développement durable à Boké et Boufa. Toujours dans le secteur minier, pendant que la campagne de dissémination des rapports de l'ITIE se passe à l'intérieur du pays, au même moment à Conakry, les membres de son comité de pilotage examinent l'étude de cadrage réalisée par le consultant national. Cette dernière opération consiste à déterminer toutes les informations contextuelles à inclure dans le rapport ITIE exercice 2016. Al-Gassimba, explication. Conformément à son plan de travail, le comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives envisage d'élaborer le rapport ITIE exercice 2016. Cela avant la fin de cette année. Pour ce faire, les membres du comité examinent l'étude de cadrage réalisée par le consultant national. Une étude qui consiste à déterminer l'exercice fiscal applicable, à identifier les informations contextuelles à inclure dans le rapport. Ce sera le référentiel pour l'étude le rapport qui va être conduit par l'administrateur indépendant. Nous serons aux environs de 55 sociétés qui vont être sollicitées pour quand même recevoir les déclarations qu'elles vont fournir à l'administrateur indépendant et les régies financières aussi. Le travail permet de poser les premières bases en vue de la préparation d'un rapport ITIE. Nous avons aujourd'hui suggéré que le comité de pilotage demande au comité de supervision qui est présidé par le Premier ministre, qui est quand même, disons que l'État qu'il y ait dans le budget national, comprenne dans le budget national vraiment les fonds dont nous avons besoin pour rémunérer l'administrateur indépendant, que la Guinée puisse produire de lui-même son rapport qui n'attend pas un financement extérieur. Les prochains rapports se feront sur la base de la nouvelle norme 2016. Cette norme est plus contraignante et doit fournir de façon plus détaillée les informations nécessaires. Ce qui amène le comité de pilotage à recruter un cabinet de renommée internationale pour faire confirmer l'étude de cadrage réalisée. Préparatifs des élections communales, les démembrements de la Commission électorale nationale indépendante disposent désormais d'un siège. Ce sont plus de 340 bâtiments qui vont servir de bureau à l'administration électorale au niveau local. Des précisions avec Seydouman Diallo. À la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'idée de décentralisation se matérialise davantage. L'institution vient de doter chaque sous-préfecture d'un siège pour abriter l'administration électorale. Pratiquement tous les bâtiments sont conformes. Il y a eu 2 cas où on avait trouvé que les bâtiments n'étaient pas conformes. Nous avons aidé les autorités, c'est-à-dire la CESPI, à remplacer avec l'appui des autorités sous-préfectorales. Ça a été fait. Donc tout a été fait à notre grande satisfaction. Désormais, en plus des 33 sièges au niveau des différentes préfectures et les 5 que comptent les CECI de Conakry, ces 343 sièges appartenant au CESPI vont aussi être équipés en mobilier et autres outils informatiques. La démarche vise à rendre autonomes ces structures dans l'organisation des votes et la publication des résultats. Nous avons jugé utile de trouver des bons bureaux pour pouvoir, par exemple, loger des équipements informatiques à l'intérieur de ces bureaux. Nous avons même demandé au niveau de chaque commissaire aussi, de chaque membre du démembrement, de nous remettre des numéros de comptes bancaires pour que nous puissions assurer le prochain paiement à travers des comptes. Déjà sur le terrain, ces acteurs apprennent tous les procédures de gestion des pièces comptables. Ceci pour promouvoir une bonne utilisation des ressources.
À Farana, les rideaux sont tombés sous le renforcement de capacité des cadres de l'administration territoriale sur la maîtrise d'ouvrage. Au sortir de la rencontre, les bénéficiaires ont appris à corriger les dysfonctionnements dans la gestion des infrastructures reçues par les collectivités. Reportage signé Mohamed Lamine Kamara. Le gouvernement et ses partenaires fournissent des efforts pour doter les collectivités du pays d'infrastructures socio-économiques de base. Mais ces ouvrages sont exécutés sans l'implication des cadres et techniciens des collectivités concernées. La plupart des chantiers sont abandonnés par le non-respect du contenu des cahiers de charges par les entreprises bénéficiaires. Pour corriger ce dysfonctionnement, les acteurs locaux des régions de Kankan, de Farana et des Zérokouré apprennent le mécanisme de gestion des infrastructures. L'interaction entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, chez nous, généralement, vit dans une sorte de complexité, dans une sorte de lourdeur administrative. C'est face à ces situations que nous voulons être impliqués par l'État. Je veux dire impliqués davantage pour que, en plus de nos anciens rôles régaliens, nous comprenions que suivre ces travaux au bénéfice des populations fait partie de nos devoirs de responsables administratifs. La stratégie du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation avec l'appui du programme d'appui aux communautés villageoises est d'outiller ces acteurs afin de les permettre de s'impliquer activement dans le suivi et le contrôle des projets. Le contrôle des chantiers est une opération qui consiste à rassurer au maître d'ouvrage de la conformité des travaux au plan et spécifications techniques du marché. Cette nouvelle démarche du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation vise à renforcer les capacités opérationnelles des acteurs locaux. Ils sont désormais de futurs formateurs dans leur collectivité. Autre localité, autre formation à Mamou, les gestionnaires des ressources humaines se familiarisent avec les outils de la gestion prévisionnelle des effectifs et compétences. L'objectif étant pour ces gestionnaires de pouvoir maîtriser les effectifs et leurs évolutions. Le projet est soutenu par l'Union européenne. Baba Kouyati. C'est à Mamou, ville carrefour, que les gestionnaires des ressources humaines des 33 préfectures se sont donné rendez-vous pour se familiariser avec le nouveau concept de la gestion prévisionnelle des effectifs, emploi et compétences. Un instrument de prévision et d'anticipation pour l'administration publique guinéenne. Son objectif, maîtriser la méthodologie de planification et de mise en œuvre d'un plan d'action de gestion du personnel de l'administration. Les ressources humaines constituent les matières premières en ce qui concerne la modernisation. Pour ce faire, il est question de préparer un certain nombre d'outils qui doivent permettre aux gestionnaires des ressources humaines vraiment d'accomplir leur mission. Ce système permettra à notre administration de faire une gestion sereine des ressources humaines. Dans les services déconcentrés du pays, la problématique du personnel se pose avec acuité. Créée en 2014, la GPEG, peu connue des agents publics, se présente désormais comme un moyen efficace de gestion rationnelle des ressources humaines. L'idée est appréciée par les autorités et soutenue par l'Union européenne. Pour nous, l'appui à cette direction et à ces projets est très important parce que ça se cadre dans le cadre de l'amélioration de la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, l'administration guinéenne est confrontée à un certain nombre de problèmes de sous-effectifs et de sous-effectifs par ailleurs, notamment à l'intérieur du pays. Mais aussi, il y a un problème d'adéquation entre les postes et les agents qui sont affectés à ces postes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui occupent des postes qui n'ont pas les compétences nécessaires pour cela. Tout pays qui veut se développer doit savoir d'abord le nombre de ses fonctionnaires. Et cela est d'autant important que c'est à partir de là qu'on peut tout prévoir. Donc, et ce ministère dit effectivement son nom, c'est le ministère de la fonction publique, de la modernisation. Donc ça veut dire que le pouvoir est là pour contrôler,
pour savoir exactement ce qui doit être fait dans notre pays. Après le partage des outils de la GPEG, les responsables se fixent pour défi l'élaboration des outils comme l'actualisation des cadres uniques de corps, l'élaboration du répertoire des emplois et les fiches de poste et des compétences pour tous les agents publics. À Conakry, le bureau de presse de la présidence a échangé avec les journalistes accrédités auprès de l'institution présidentielle. En toile de fond, l'amélioration de l'environnement de travail des journalistes accrédités pour le traitement de l'information liée au président de la République. Une rencontre d'orientation qui a également permis de mettre l'accent sur les devoirs, les droits et privilèges d'un journaliste accrédité. Mamadi Terna Kamisoko. Depuis 2010, date de l'avènement du président Alpha Condé au pouvoir, ces journalistes nationaux et internationaux sont ceux qui assurent la couverture médiatique des cérémonies et réceptions officielles. 7 ans après le début de cette collaboration, le bureau de presse de la présidence et ses journalistes accrédités se réunissent pour faire un état des lieux du chemin parcouru jusqu'ici. Un cadre d'échange et d'information en vue d'améliorer l'environnement de travail de ceux-là qui s'occupent de l'image du chef de l'État en relayant ses actions dans leurs médias respectifs. Parfois, il y a l'incompréhension entre les différents services qui rentrent en ligne de compte dans les événements auxquels le chef de l'État prend part. Par conséquent, comme j'ai dit, les 3 principes, il y a le droit de l'information, mais aussi il y a le devoir et il y a le privilège. Si chacun respecte donc, comment on appelle, ce qu'il a à faire, les choses seront facilitées. Mon souci seulement est de faciliter l'accès à l'information à la presse. Au cours de cette journée, des thématiques comme le traitement de l'information, l'éthique et la déontologie, la responsabilité sociale du journaliste ont été animées par d'éminents journalistes. L'autre point qui a retenu les attentions est l'exposé sur le droit, devoir et privilèges d'un journaliste accrédité à la présidence. La présidence de la République est une institution. Par conséquent, la couverture médiatique de cette institution doit obéir à des règles. Donc il est important que ceux qui sont accrédités à cette présidence de la République sachent quelles sont les règles et quels sont les comportements qu'il faut adopter lorsque la présidence de la République organise, n'est-ce pas, des événements. Donc à l'issue de cette rencontre, donc, ça a été vraiment une école pour nous. Nous venons à la présidence pour couvrir des activités. Je crois qu'il est normal aussi que nous connaissions le mécanisme de fonctionnement à la présidence de la République. Parce que la présidence de la République n'est quand même pas aussi une institution n'importe laquelle. Et pour y arriver, il faut savoir sur quel pied te mettre. Désormais, le bureau de presse et les journalistes accrédités comptent partir sur de nouvelles bases dans leur collaboration. Collaboration dont se réjouit le gouvernement guinéen. Si aujourd'hui vous avez cet espace d'échange, parce que je préfère parler d'échange, pour voir comment améliorer cette manière de fonctionner dans ce contexte, dans cet espace, c'est quelque chose qui est utile, aussi bien pour vous que pour nous qui sommes aux affaires. Je souhaite que ce type de rencontre se répète, pas seulement sur ces thèmes-là, mais sur d'autres, de manière à améliorer de manière générale notre système d'information, l'environnement de notre système d'information. Cet atelier de mise à jour et d'orientation pour journalistes accrédités a été l'occasion pour le bureau de presse d'actualiser son fichier et de se faire un état précis sur les hommes et les femmes de médias qui ont la charge de couvrir la présidence de la République. Formation des formateurs, ça se passe à l'Institut supérieur de formation à distance. Il s'agit pour les participants de s'approprier de la plateforme de l'ISFAD. La méthodologie vise à faciliter la gestion des étudiants à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Reportage signé Mohamed Seyar Souma. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication occupent une place importante dans le système éducatif guinéen. On cite un exemple, l'Institut supérieur des formations à distance. L'école se fixe pour défi de fournir des formations de qualité aux étudiants. L'ISFAD s'engage d'abord à relever le niveau des formateurs. Ce nouveau créneau va profiter à une vingtaine d'enseignants du supérieur. Une session structurée visant à s'approprier de la plateforme de l'ISFAD. La première plateforme est une plateforme de scolarité. Elle vise donc à gérer les étudiants à distance et à gérer donc leur identité
d'étudiants, mais aussi gérer leur parcours pédagogique. Les notes, le suivi des cours, les suspensions de cours, les reprises de cours, parce que le LMD, le règlement des études de premier cycle, permettent tout cela. Alors, nous transformons ces procédures en procédures numériques. Le département de tutelle est favorable à cette initiative qui est en parfaite harmonie avec ces réformes, parmi lesquelles l'orientation des bacheliers à travers les NTIC. Ce noyau d'encadreurs est fortement impliqué dans la dynamique. Mes recommandations, c'est d'abord dire aux stagiaires d'être attentifs. Comme le titre le dit, c'est l'appropriation, ce n'est pas une simple découverte, ils doivent se l'approprier, retourner avec la plateforme, installer chacun dans sa région et avoir cette plateforme au quotidien pour la gestion des ressources mises à leur disposition. La présente session ouvre la voie à une série de formations basées sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'ambassade de France également propose à l'ISFA des outils innovants permettant de mettre en réseau les enseignants de l'espace francophone. Voyons à présent ce qui marque l'actualité dans le pays profond. On commence par Farana, où le ministre de la Santé coordonne la campagne de vaccination des enfants et des femmes en état de famille. Par ailleurs, la Journée mondiale des Nations Unies a été célébrée en Zérekouré. C'est un condensé de Moussa Bangoura. Les agents de santé du projet d'amélioration des services de santé primaire de la région de Farana bénéficient des engins roulants. Ces motos de marque Yamaha viennent renforcer la mobilité des agents sur le terrain pour la couverture vaccinale des enfants et les femmes en état de famille, conformément au calendrier national. Selon l'enquête démographique et de santé 2012, le taux de mortalité néonatale est de 33 pour 1000 et celui de la mortalité infantile de 67 pour 1000. Les autorités du système sanitaire tentent d'inverser cette tendance à travers ce programme. Toujours dans la région, le troisième et dernier tour de la campagne de vaccination contre la polio au compte de l'année 2017 a été effectivement lancé. Plus de 290 agents vaccinateurs sont mobilisés pour la réussite de la dite campagne. 83 000 enfants de 0 à 59 mois sont ciblés pour les 2 gouttes de vaccin contre la polio. La polio qui est une maladie infectieuse très contagieuse qui provoque la paralysie chez les enfants. En région forestière, la commémoration de la Journée des Nations Unies a été marquée par la visite des stands d'exposition de quelques institutions évoluant dans la région. Elle est créée en 1945 lors de la conférence de San Francisco, initiée par les États-Unis avec la signature de la Charte des Nations Unies par les 51 États participants. Elle remplace ainsi la Société des Nations et compte actuellement 193 États sur les 197 États reconnus. Kindia, la légumière, reçoit la première étoile d'or sanitaire de la ville, une distinction destinée au centre de santé urbain de Mankepa pour ses performances et la qualité des soins. Pour joindre donc l'utile à l'agréable, la structure a également bénéficié de nouveaux équipements afin d'accroître sa prestation. Kerno Maroufba, Adama Traoré, Younes Tawel Kamara. Le centre de santé de Mankepa au cœur de la commune urbaine de Kindia. La structure a un grand taux de fréquentation. Chaque jour, elle accueille plus de 50 cas de grossesse. À cela s'ajoutent les autres types de consultations. L'établissement est très convoité et sa politique actuelle est bâtie autour de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Ce centre de santé couvre 11 quartiers avec une population de 64 787 habitants. Donc nous offrons toutes les activités au sein de la structure. Nous menons la CPN, nous menons la CPC, nous menons la PF, nous menons la PTME, nous menons la CPC.
La prestation sanitaire de cet établissement vient d'être reconnue et primée. Le centre reçoit sa première étoile, une distinction après plusieurs mois d'intenses travaux sur la formation du personnel médical. Cette récompense de la performance et de la qualité des services est aussi une occasion pour l'USAID de doter ce centre d'équipements médicaux pour accroître sa qualité en soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Cette étoile d'or, c'est le symbole qui témoigne que ce centre de santé, à travers son personnel, a utilisé notre approche SBMR pour améliorer la qualité de ses prestations, satisfaire le droit des clients et à travers des prestations de haute qualité. Motif de satisfaction, un motif d'encouragement aussi qui nous commande à faire une invite pressante à l'endroit du centre de santé de Mankepa qui vient d'être auréolé par ce prix. Et aussi faire la même invite à l'endroit des autres centres de santé. Le centre de santé de Mankepa est le premier à recevoir la distinction étoile d'or dans la commune urbaine. Le processus d'amélioration de la performance et de la qualité des services basé sur le standard et la reconnaissance est initié en Guinée depuis 2009. Un bel exemple à suivre par les autres structures sanitaires. De l'humanitaire pour boucler ce volet santé, les populations de Konya dans la préfecture de Boké viennent de bénéficier des consultations gratuites et d'importants lots de médicaments. C'est une action de l'ONG Association pour la bonne pratique sanitaire. Abdulaziz Baldé de retour de Boké. C'est une assistance sanitaire que la population de Konya, située à 15 km de Boké, accueille avec beaucoup d'enthousiasme ce week-end. L'un après l'autre, les patients se font consulter par des spécialistes en la matière et les médicaments sont offerts gratuitement. Une première dans cette localité. C'est vraiment un acte sanitaire très important parce que c'est la première fois de recevoir gratuitement ces produits. C'est très important pour nous, vraiment, parce que regardez, tout le monde là sont là pour recevoir ces produits-là gratuitement. C'est vraiment très important. Nous sommes vraiment heureux de recevoir ce don. Parfois, quand nos enfants tombent malades, nous sommes obligés de les envoyer jusqu'à Boké. Après une journée riche en activités, plusieurs pathologies ont été constatées chez les patients. Mais dans la plupart des cas, il y a plus de peur que de mal. Nous avons trouvé des cas du paludisme qui sont un peu aigus et nous avons fait le traitement. Ces enfants sont sous observation. Mais il est souhaitable que vraiment ces activités se reproduisent à tout moment dans ces villages, pas seulement dans les villes, mais dans les villages. Initiée par l'Association pour la bonne pratique sanitaire, cette assistance est à sa 3e édition dans la région. Aujourd'hui, l'engouement dépasse les attentes. Il y a un engouement de la part de la population et on ne s'attendait pas à trouver un tel nombre. Et nous sommes vraiment débordés et nous sommes contents. Créée en 2015, cette association médicale entend poursuivre ce programme dans les autres régions et préfectures du pays. L'idée est d'accompagner le gouvernement dans sa politique de bonne pratique sanitaire. Renforcement de la cohésion sociale et une mission gouvernementale séjourne à Zérokouré. Elle est venue échanger avec les populations sur les questions de développement et de paix. La mission a invité les jeunes de Zali à être les instruments de la cohésion sociale. Ansoumane Toumani Kamara, Ousmane Ouatsissi. 2 mois environ après sa nomination à la tête du département de la pêche, Frédéric Loy effectue ce samedi sa toute première visite dans la ville qu'il a vu naître. À la place des martyrs de Nzérékoré, il est accueilli avec tous les honneurs par les différentes entités sociales de Zali. Là, le patriarche crée la grande surprise en esquissant des pas de danse du terroir. Une première dans sa participation à une cérémonie publique. La loi traditionnelle d'accueil. Et il a accompagné par une danse de joie, de satisfaction. Nous lui disons grandement merci. La commune urbaine de Nzérékoré est aujourd'hui le creuset des différentes composantes sociales de la Guinée.
Les jeunes de ces communautés ont créé des plateformes qui favorisent le dialogue dans la recherche de solutions à toutes les préoccupations de la cité. Toute la jeunesse est mobilisée derrière un idéal, la paix, rien d'autre que la paix. C'est pour cela, à Zéro Corée ici. Et le mouvement que je coordonne regroupe toutes les ethnies. C'est-à-dire que chaque ethnie, dans chaque ethnie, ils ont délégué 3 membres de chaque ethnie. Ça veut dire qu'il y a 9 communautés à Zéro Corée. Donc les 9 communautés se sont réunies pour former vraiment une force. Quel est le rôle de la jeunesse pour le maintien d'une paix durable ici à Zéro Corée? Notre organisation a fait un grand forum ici à Zéro Corée. Donc, et la sensibilisation continue d'activité en activité. Donc vraiment, la jeunesse de Zéro Corée aujourd'hui veut la paix. Mais pour encore avoir cette paix durable, il faut faire occuper cette jeunesse-là. C'est ça notre préoccupation majeure. Venu certes pour remercier les siens, le ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime s'est longuement exprimé sur le programme de société du président de la République et des nombreux projets et programmes en faveur de la région forestière. Le professeur a posé beaucoup d'actes à Zéro Corée. Voyez-vous déjà tout ce qui nous entoure, les édifices. Et il a fait la cohésion. Tout dernièrement, c'était, comment dirais-je, la pisciculture. Et bientôt, il sera organisé à Zéro Corée la journée nationale du paysan. Le professeur n'arrête pas de faire pour la Guinée forestière. Et c'est le moment et l'occasion pour moi de le remercier. Zéro Corée est avec lui et il est avec Zéro Corée. Après ce meeting d'information et de sensibilisation, le ministre de la Pêche a rendez-vous avec toutes les coordinations sociales de Zéro Corée. Il visitera également les sites des projets présidentiels en cours d'exécution, notamment le très applaudi projet de pisciculture en Guinée forestière. Un peu de distraction à présent avec la commémoration de l'indépendance de la République de Turquie en Guinée ce 29 octobre. Pour marquer cette fête mémorable, la représentation officielle du pays s'associe à l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Mikini Mousta Kamara, Mohamed Troa Kamara. Le 29 octobre 1923, l'indépendance de la Turquie a été proclamée par Mustafa Kemal Atatürk en langue des terroirs, le père fondateur de la Turquie moderne, homme d'État. 94 ans après cette date, l'ambassade de Turquie rend hommage à ses héros. Elle félicite par la même occasion la Guinée pour l'organisation de Conakry, capitale mondiale du livre, et affiche sa volonté de soutenir les actions qui concourent à promouvoir la lecture et l'écriture. C'est un grand honneur. Ça montre combien les relations sont excellentes entre nos deux pays. Comme vous le savez, nos deux chefs d'État sont de très bons amis, ce sont des frères. Ils s'appellent l'un et l'autre des frères. Et donc ça veut dire que nous aussi, en tant que les bureaucrates ou les ministres qui travaillent pour nos pays, nous sommes comme eux, nous nous aimons, nous nous respectons et nous travaillons ensemble. Et voici le résultat. Tout le plaisir est pour moi de dire au nom du chef de l'État et du gouvernement, merci au peuple turc et au président turc pour tout ce que vous êtes en train de faire pour raffermir et développer la coopération entre la République de Guinée, mon pays, et la Turquie. La Turquie accorde de prix à la culture guinéenne. Guigui Forstri, Soulbanks et Mori Kanté ont animé la soirée. Kerfala Kanté et le Top 50 étaient récemment à Ankara pour la commémoration de la Journée d'Afrique. C'était sur l'invitation de Mme Emir Erdogan, première dame de la République turque. On a poussé jusqu'à avoir la coopération culturelle entre la Guinée et la Turquie. Et ça, c'est très important. Parce que si les pays se connaissent sur tous les plans, mais le plan culturel est très important. Parce que pour évoluer dans la culture et mondialisation, donc c'est ce qui veut dire qu'il faut avoir une place dans sa culture pour les autres cultures. C'est un réel plaisir pour moi en tout cas d'être là et de voir qu'il y a un melting pot entre la Guinée et la Turquie. C'est une joie. Après la visite du président Recep Tayyip Erdogan à Conakry en mars 2016, suivi de plusieurs autres du professeur président Alpha Condé en Turquie pour la signature de plusieurs accords, Conakry et Ankara se sont rapprochés davantage. Et la représentation diplomatique turque en Guinée s'inscrit depuis toujours dans cette logique.
En plus bref, le site d'information en ligne Guinée News vient de célébrer à Conakry les 20 ans de son existence. Fondé dans les circonstances difficiles, l'organe a su maintenir son équilibre, ce qui lui a valu beaucoup de succès. Nous y reviendrons avec Daouda Tabansila. Mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à vous pour votre fidélité à la télévision nationale. Je vous souhaite un bon début de semaine.